Et bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning London, le média pour les Français à Londres depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va voir les UK Private Pension Plan, on va essayer de vous trouver toutes les solutions pour un retour réussi en France ou peut-être en Europe. Ce webinaire donc est dédié à l'optimisation, au transfert et au rapatriement de UK Private Pension Plan pour les impatriés français. On va y voir des stratégies pour réduire la fiscalité, simplifier la gestion de vos pensions, garantir une retraite sereine en France ou dans l'Union européenne, avec un expert qui vient pour la deuxième fois. Sa première intervention a eu beaucoup de bruit sur French Morning. C'est Daniel Butcher, un vrai franco-britannique, fondateur de DTB Wealth Management. Il a ouvert plus de 15 000 assurances vie françaises avec plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Comme je disais, un vrai franco-britannique. On est en direct donc sur Zoom avec les plus de 300 inscrits. On est aussi sur LinkedIn en direct et on sera bien sûr en replay sur YouTube et Facebook pour ceux qui nous ont ratés. Allez, là, si vous voyez des QR codes, n'hésitez pas à les scanner si vous voulez rentrer en contact avec notre expert. Je mettrai aussi dans le chat un petit lien pour prendre rendez-vous avec Daniel. La parole est à toi, Daniel. Merci de revenir nous voir pour nous parler de cette problématique qui, en ce moment, fait beaucoup de bruit. Daniel, la parole est à toi. Je reviens à la fin pour te poser toutes les questions. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la deuxième fois cette année, DTB Wealth Management et moi-même pour vous parler des UK Private Pensions optimisation et rapatriement vers la zone euro. Effectivement, comme le disait Romain, on a eu beaucoup de demandes la fois précédente. On a essayé de traiter un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai que là, attendez, c'est vrai on a pensé vouloir faire ce deuxième webinaire parce que il y avait tellement de monde à traiter et puis les choses ont un petit peu évolué avec les budgets. Donc, on a préféré reprendre. On avait prévu il y a un mois et demi de faire ce webinaire. On l'a un petit peu poussé en avant puisqu'il y avait le budget UK, mais donc maintenant, nous voilà avant la fin de l'année 2025. Donc, DTB Wealth Management, Associate Shareholder of VIA Gestion de Patrimoine, VIA de Gestion de Patrimoine, qui est en fait un réseau aujourd'hui de 25 personnes basées, 25 pardon, filiales basées partout un petit peu dans le monde. On a Dubaï, on a Barcelone et bien sûr partout en France. Et DTE Wealth Management, qui est le spécialiste français des fonds de pension UK lors de l'expatriation vers la France. Alors, on va essayer de vous présenter ce webinaire en 5 parties. Introduction, comprendre les UK Pension Plan, transfert et optimisation des fonds de pension, préparer sa retraite et transmettre, et questions. Le webinaire il est vraiment spécialement dédié pour un retour en France, puisque nous traitons également d'autres cibles, d'autres personnes. Alors, objectif du webinaire, anticiper le rapatriement vers la France ou l'UE avec une stratégie optimisée. Vous aider à comprendre vos options. Gestion des fonds de pension, UK, selon vos projets, vos objectifs et votre âge. Éviter les pièges fiscaux britanniques. Alors, on va y revenir. Donc, 45% emergency withholding tax. Ça, c'est un vrai killer, si je puis me permettre. 50% unauthorized payment penalty. 25% de overseas transfer allowance charge. Donc, il ne faut pas s'alarmer, mais ce sont quand même des choses qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Maîtriser la fiscalité française. Alors, régime applicable au rapatriement de fonds de pension étrangers. Anticiper votre retraite hors UK. Donc, complément de revenus, projet plaisir. Voilà un petit peu les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, après, qui sommes-nous Nous, présence basée. Alors, DTB Wealth Management, basé à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, actif sur l'international, notamment au UK, à Londres, mais aussi dans toute l'Europe. On a des clients un petit peu partout. On a des clients en Belgique, on a des clients dans voilà, toute l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie. Euh, Moi-même, j'ai 20 ans d'expérience et la double nationalité française et anglaise. En fait, j'aurais dû le dire dans notre sens, je suis d'abord anglais et puis je suis devenu français avec Brexit. Mais fondamentalement, je suis né en Angleterre et anglais et britannique. Voilà. Chiffre clé, aujourd'hui, on a 500 clients, j'allais dire un petit peu plus. On a 65 millions d'encours, donc ça devient assez conséquent. On est actif en Europe, ça c'est juste DTB. Hein. On est actif en Europe, au UK et dans d'autres juridictions internationales. Alors, l'expertise, alors oui, on est un cabinet de gestion de patrimoine typiquement français, mais notre expertise, c'est le conseil financier. Alors, ça veut dire quoi, gestion de patrimoine? Mais ça veut dire conseil financier, juridique
et fiscale. Et ça, ce sont nos spécialités. Avec 65% de l'actif dédié aux fonds de pension britanniques. C'est vraiment notre cœur d'activité. Nos clients et spécialités. Alors, nos clients, ce sont vous, les expatriés britanniques. Non, pardon, les expatriés britanniques en France et vous, les impatriés français, avec des fonds de pension UK en phase de retour en France. Je dis bien en phase de retour en France parce que c'est vraiment, c'est plutôt ces gens-là. On l'a vu avec les gens qui nous ont contactés, il y en a énormément, je l'ai dit. On va plutôt pouvoir aider ceux qui sont en phase de retour en France et non pas, mais on va pouvoir bien sûr conseiller tout le monde. Mais voilà, il faut être dans l'idée de revenir. Notre valeur ajoutée, alors on a une équipe internationale, alors ouais, vraiment, on a une personne de l'île Maurice, on a une personne qui parle anglais, qui parle français, qui parle indien, on a une personne de Belgique qui parle wallon, flamand, on a une personne, on a moi-même, je parle anglais, français, espagnol, donc on est vraiment de plusieurs nationalités et bien sûr des gens de France. Donc équipe internationale, maîtrise des juridictions et culture. Alors là, vraiment, c'est important, je mets l'accent dessus. Je reviens de Londres. J'étais à Londres, ça doit vous parler, j'étais à Brixton, à Tooting, à Hackney, et après j'étais dans le Surrey chez ma sœur, pour tout vous dire. Et donc c'est vraiment une culture française et anglaise. Donc je maîtrise les deux cultures, en plus de la fiscalité, cross-border fiscalité, financier et fiscale. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Membre actionnaire du réseau VIA, alors je suis actionnaire du réseau VIA, je l'ai dit, VIA Gestion de Patrimoine. Donc là, c'est un réseau aujourd'hui quand même qui s'implante en France, qui a 15 ans d'existence et duquel on fait partie. Expert en gestion de patrimoine transfrontalier également. Donc, partenariat avec les acteurs majeurs de la pension industry en Europe et au UK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs majeurs de pension industry en France, en Europe et en UK ne sont pas en France. Les acteurs majeurs sont, eh bien, ils étaient à Malte. On va y revenir. Ils étaient au Luxembourg. Ils sont au Luxembourg, pardon. Ils sont à Guernsey. Ils sont à l'Isle of Man. Ils sont voilà, en Espagne, mais ils ne sont pas en France. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment une vision pan-européenne plutôt que juste franco-française. Alors, personnes concernées. Ancien expatrié au UK, vivant désormais en France ou dans l'UE, ayant des pensions dormantes. Alors, je dis pension dormante. Une pension dormante, c'est quoi? Une pension dormante, c'est une pension qui, finalement, sur laquelle on ne verse plus. Une pension sur laquelle on verse, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a été beaucoup interrogé. Une pension sur laquelle on verse aujourd'hui, il ne faut pas penser à la transférer. Ça n'a pas de sens. On transfère une pension sur laquelle on ne verse plus. Mais ça, on va le voir. On transfère une pension sur laquelle on rassemble des pensions lorsqu'on a quitté une entreprise, une autre entreprise, une entreprise, on a 3 fonds de pension, là on les rassemble. Et ça, c'est une pension dormante. Mais lorsqu'on verse dessus et que c'est une pension active, bon, on n'a pas vraiment besoin de transférer. Lorsqu'on va quitter le pays, oui, là on transférera, ou peut-être juste avant, mais tant qu'on verse dessus, on ne transfère pas. Donc, anciens expatriés au UK et les expatriés français vivant au UK planifiant le retour, qui ont aussi des pensions dormantes. Alors, on distinguera les personnes. Alors, on distinguera les personnes, c'est important ça, de moins de 55 ans et celles de plus de 55 ans. 55 ans étant actuellement, je dis bien actuellement, on nous a posé la question également plusieurs fois, l'âge légal actuel d'accès au capital des UK Private Pensions. C'est-à-dire qu'à partir de 55 ans, vous pouvez y avoir accès au capital. Cette limite d'âge va évoluer effectivement en avril 2028 et passera à 58 ans. Donc, on ne pourra plus accéder au capital des UK Private Pensions avant qu'à partir de 58 ans, dans 2 ans, bientôt, 2028, 3 ans peut-être. Ainsi que celle des tenants des fonds de pension. Alors ça, j'y reviens aussi. C'est aussi une catégorie importante. Et beaucoup de personnes sont concernées. C'est celle des tenants des fonds de pension de type UK. Je dis bien de type UK. À Jersey, sur l'Isle of Man ou à Guernsey. Alors, c'est souvent Jersey et le nom va vous dire quelque chose chez JTC. Donc, souvent dans le cadre d'un expatriate contract et d'un foreign package. Ce sont les gens qui sont venus travailler au Royaume-Uni, comme vous, et qui ont été pendant un moment sous foreign package et non pas employés UK. Donc, ils doivent comprendre quand j'en parle. Eh bien, ces fonds de pension, on va voir, sont aussi intéressantes. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, les différents types de fonds de pension, je les liste, ça va vous parler. Hein. On a Defined Benefits. Donc, cela, pension basée sur le salaire final et garantie par l'employeur. Alors, bon, il y a BT Pension, j'ai mis des noms, mais il y en a beaucoup. Hein. Defined Contribution, contribution définie. Pension basée sur la performance des investissements. Self-Invested Pension, Personal Pension Plans. Alors, c'est Pension Plan, pardon, j'ai dû faire une erreur. Donc, c'est SIP.
Ce sont des fonds flexibles, offrant un contrôle direct sur l'investissement. Ça, c'est architecture ouverte, open architecture. On fait ce qu'on veut un petit peu avec les fonds à l'intérieur. Souvent, on rassemble sur les sites. Occupation Pension Plan. Là, c'est important. Je l'ai rajouté par rapport à la dernière fois parce que j'avais oublié d'en parler. C'est important. Ce sont les pensions professionnelles financées uniquement par l'employeur et liées au contrat de travail. On va voir qu'ils sont traités différemment également. Et puis, je reviens sur ces International Occupation Pension Plans à Jersey, mis en place dans le cadre d'un UK Foreign Package, et je le cite chez JTC, Equiom et Zedra. Voilà, je souligne. Un mot sur le budget. Alors oui, il y a eu le budget 2026. Donc, aucun changement. Alors, juste, pardon, je ne vois pas bien là. Hop. Aucun changement concernant le Pension Commencement Lump Sum. Alors, il y a eu pendant un moment, et beaucoup m'ont contacté sur le sujet, notamment des Britanniques qui venaient en France. Voilà, le PCLS, ou alors le 25% tax-free PCLS, qui est une partie du fonds de pension que l'on peut sortir tax-free quand on est au UK. Il ne sera plus tax-free lorsque vous passerez en France. Donc, il y a des choses à faire là sur ce sujet-là. Il faut anticiper, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais on pensait qu'il allait disparaître. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont quand même sortir un PCLS et qui sont allés le mettre sur d'autres véhicules. Eh bien, en fait, celui-ci reste fixé il reste fixé à 25% et le montant est de 268, 275 plafonné. En fait, c'est 25% du lifetime allowance qu'il y avait avant. Mais on pensait qu'il allait passer à 40 000 livres. Rien n'a changé. Donc, on est encore sur la même chose qu'avant. Private pensions ne sont plus automatiquement hors champ IHT. Alors là, c'est un petit peu particulier, mais je l'ai quand même souligné parce que c'est quelque chose qui s'est passé l'an passé sur le budget. Je l'ai mis dans la section budget. Pendant la réforme 2024, les pensions sont parfois présentées comme entrant dans le IHT. C'est-à-dire que si vous êtes au UK, eh bien, elles sont IHT above. Euh, alors, non, en pratique, les UK Private Pensions sont détenus par des trustees. Alors, attention, je ne veux pas que, en mettant ce mot, les gens vont penser qu'on a tous des trusts. Non, ce sont des pension trusts, retirement trusts. Ce n'est pas considéré comme un trust par le gouvernement français quand vous allez rentrer en France nécessairement. Il n'y aura pas de reporting à faire dessus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais toutefois, les UK Private Pensions sont détenus par des trustees et restent hors de l'estate UK. C'est-à-dire que comme ce n'est pas dans votre estate, eh bien, en fait, ça ne rentre pas dans l'IHT. Certains rentrent dans l'estate. Par exemple, si j'ai par exemple, un SIP AG Bell, il y a des probabilités que ça rentre dans l'estate et que ce soit IHT. Mais encore faut-il que vous soyez encore au UK. Et de toute façon, il y a la double taxation quand on rentre en France. Toutefois, après 75 ans, les retraits par les bénéficiaires sont soumis à l'UK Income Tax. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez votre fonds de pension après l'âge de 75 ans, là, ce n'est pas le IHT qui est taxé, mais le UK Income Tax qui est de 45%. Et lorsque vous êtes en France et que vous avez gardé votre fonds de pension là-bas et vous avez 75 ans, à ce moment-là, vos bénéficiaires devront payer 45% pour sortir le capital qu'ils ont hérité au UK. Bon, on peut effectivement essayer de le récupérer. C'est très particulier, très difficile. Donc, de retour en France, et puis il faut savoir que de retour en France, le UK Private Pension est intégré, quoi qu'il en soit, dans l'actif successoral français. Un petit peu complexe, mais on peut y revenir. Ça, c'est juste ne gardez pas vos fonds de pension après 75 ans au Royaume-Uni, quoi. En fait, voilà, pour résumer. Euh, voilà. La complexité de leur option de sortie. Alors, selon la pension, il y a différentes options de sortie. Donc, defined benefit, pension basée sur le salaire final moyen et les années de service garanties, on l'a vu, donne droit à des annuités, mais le capital est inconnu. Ceux qui ont des defined benefits, vous avez juste une annuité, vous avez une rente qui est indiquée, vous aurez une rente chaque année, ils vous envoient un document vous disant qu'elle change cette rente. Mais le CETV, Cash Equivalent Transfer Value, l'équivalent en valeur cash, est inconnu. On peut le demander, et puis c'est valable de 3 mois. C'est-à-dire qu'avant, si on devait faire un transfert et on le faisait vers les QROPS, on demande le CETV, on vous dit, tiens, ça vaut 250 000 livres pendant 3 mois. Et puis, il se peut très bien que s'il y a un problème, ou alors, au contraire, les marchés montent, vous le demandiez une deuxième fois, vous avez 270 000 la même année. Voilà, donc c'est sur demande. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut sortir 25% tax-free de ces defined benefits sans trop de problèmes. Mais pour sortir le capital, une fois qu'on connaît le CETV, c'est assez fastidieux. Voire, je ne le recommande pas.
Si le CETV, c'est-à-dire le Cash Equivalent Transfer Value, est au-dessus de 30 000 livres, ce qui est très probablement le cas, le FCA, qui est le régulateur britannique, comme nous en France, le AMF, eh bien, impose un report. Ce report, ce n'est pas eux qui le font, pas le FCA qui le fait, c'est un report. On peut le faire pour vous, pas nous, hein, mais on le fait sous-traiter pour vous. C'est entre 3 000 et 5 000 livres d'entrée de jeu. Donc, pour des papiers, bon, c'est pour tout transfert. Donc, je ne conseille pas le transfert de Defined Benefit. En revanche, on peut travailler sur le 25% tax-free de ces pensions-là. Defined Contribution. Donc, Pension Drawdown au Cape Drawdown. Donc là, on peut le sortir, on est sur les sorties. Hein, donc, on peut le sortir soit sous une forme de pension drawdown ou cape drawdown. La problématique, c'est que c'est un retrait progressif avec le capital restant investi, souvent plafonné à 10 000 cas par an. Donc, je garde mon defined benefit, je garde mon defined contribution, et bien, je me retrouve à être plafonné sur mes retraits. Donc, pas forcément la meilleure des choses. Lump sum, jusqu'à 25% tax-free. Là aussi, on a le droit de sortir 25% tax-free. Alors, attention, tax-free si on est au Royaume-Uni, mais pas tax-free quand on est en France. Dès lors que vous allez en France, ben, c'est plus tax-free. Donc, il faut anticiper tout ça. Achat d'une rente pour un revenu fixe à vie. Alors, on peut acheter une rente, bien sûr. Le defined benefit, le 1, là, oui, ça donne une rente. Le 2, vous pouvez aussi prendre une rente. Option de transfert international comme un QROPS, un IC. Alors, le defined contribution, c'est vraiment la pension la plus simple à travailler, à optimiser, et on va voir comment. Self-Invested Pension Plan. Alors là, c'est généralement des gens qui ont déjà commencé à rassembler leurs anciennes pensions UK. Il faut distinguer UK Pensions, c'est-à-dire les Defined Benefit et Defined Contribution surtout, des SIP. Les SIP, c'est déjà, il y a eu un travail de fait en amont. Donc là aussi, hein, c'est très simple à travailler. Il y a 25% lump sum qu'on peut sortir, mais l'idée, c'est de faire, on peut faire surtout un transfert international. Bon, alors qu'est-ce que ça implique? Très rapidement, hein, si vous le gardez au UK, si vous le gardez, donc une rente, on a dit defined benefit, c'est une rente, comment elle est imposable? Imposable comme un revenu ordinaire au UK. Très bien. Et vous venez en France, la rente viagère à titre onéreux est imposable selon l'âge du crédit rentier. Bon, il y a une tranche marginale d'imposition entre généralement de 30%, le 30-70 ne pas en tenir compte, pardon, et plus prélèvements sociaux de 17,2. À voir si l'augmentation des prélèvements sociaux en France est actuellement va impacter ceci. Je ne pense pas. Ce n'est que sur les revenus du capital. Lump sum, 25% tax-free. Alors là aussi, 25% sont exonérés, on l'a vu, le reste imposable comme revenu ordinaire, mais pas reconnu, et tout est imposable en France. C'est-à-dire que mes 25%, eh bien, lorsque je suis en France, ça passe au UK, pas taxé, j'arrive en France, impôt sur le revenu, plus 9,1 de prélèvements sociaux. Pension drawdown au UK, revenu ordinaire, comme les différentes tranches marginales d'imposition que vous connaissez. En France, intégration totale dans l'IR, plus 9,1. 9,1 de prélèvements sociaux. Cape drawdown, même chose. Et par contre, les QROPS, exonération si conforme, sauf 25% Overseas Transfer Charge. Alors, ça, c'est pour dire que les QROPS, malheureusement, maintenant, et on va le voir tout de suite, c'était une solution de choix, Qualified Recognized Overseas Pension Scheme. Ça le reste pour 2 cas. Mais aujourd'hui, il y a 25% de Overseas Transfer Charge depuis le 30-10-2024. On va voir maintenant, petit à petit, quelles sont les solutions, plutôt que. Alors, on va voir juste avant les risques, pardon, mais après, on va voir les solutions. Donc, les risques d'inaction à votre retour en France. Donc, si vous ne faites rien, contexte post-Brexit, donc gestion incompatible, les conseillers. Alors, ça c'est important. Hein. Si vous avez des conseillers, des IFA au UK, moi je suis un IFA, mais je suis un CGP en France. Un IFA au UK, eh bien, qui vous gère, les conseillers du UK ne gèrent plus vos actifs hors UK. C'est-à-dire que depuis le Brexit, interdit pour un IFA UK de venir vous aider quand vous passez en France. Les conseillers français ne gèrent pas vos actifs au UK non plus. C'est-à-dire que les Français ne peuvent pas aller travailler au UK, sauf dans un seul cas, et c'est le International SIP. Là, on peut intervenir. Donc, en fait, si vous venez en France, vous allez vous retrouver dans une situation où les Français ne peuvent pas forcément vous aider parce que c'est au UK, le fonds de pension est au UK, et les UK IFA ne peuvent pas vous aider non plus. Alors, qui vous allez voir? Eh bien, l'idée, c'est de venir voir des gens comme nous. Déjà, on connaît. Et la deuxième chose, c'est il faut se diriger vers des produits que l'on peut vous aider à gérer, dont l'International SIP. Transfert limité. Donc, alors ça, c'est important également. Les transferts limités, beaucoup de gens nous sont venus nous dire, et on le voit, hein, on le savait, que de nombreuses pensions UK
je le cite, j'ai été hésitant, mais je le cite, notamment Standard Life, qui sont quand même assez connus, UK refuse ou limite les virements vers des comptes hors UK. Donc, vous êtes en France. Déjà, c'est très difficile de garder un compte UK comme vous êtes en France aujourd'hui. La Barclays, c'est non. Mais bon, il y a des solutions peut-être éventuellement. Aujourd'hui, ces restrictions sont liées à la conformité et aux politiques internes des providers. Et cela crée des contraintes pratiques majeures pour les expatriés et doit être anticipé. Ce n'est pas tout le monde, mais il peut y en avoir. Et là, c'est très embêtant. Il y a des solutions, bien entendu. Les transferts sont possibles, mais pas les retraits. Retrait et fiscalité. Retrait compliqué, difficile pour UK Pensions, impossible pour Defined Benefits sans rapport FCA, je l'ai dit. Imposition élevée, retrait complet depuis l'étranger taxé à 45%, récupération longue avec DT France. Alors, oui, donc si on retire tout de suite, sans faire quoi que ce soit, si on essaye de retirer, si on a le droit, si on vous laisse le faire, le retrait, le UK va vous garder 45% de withholding tax. On va le voir, hein, comment l'éviter. Et puis, alors qu'on arrive à récupérer, puisque le Double Taxation Agreement permet de récupérer, puisque c'est la France qui est compétente pour taxer entre le UK et la France quand vous êtes en France. Mais, mais en soi, c'est quand même taxé à 45% qu'il faut essayer de récupérer. Ça prend 18 mois. Donc, il faut éviter. Rente taxée en France. Taux marginal. Alors, les rentes sont très taxées en France, on l'a vu, mais taux marginal plus 17,2, c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi, un massacre fiscal. Solution, retirer tout le capital et le réinvestir. Alors, effectivement, on va le voir, ce qu'on peut faire. Option de retrait. Donc, drawdown, retrait régulier limité par un plafond annuel. C'est le fameux GAD. C'est-à-dire que quand vous sortez, si vous décidez de garder votre pension au UK, vous commencez à vouloir en sortir, il y a toutes ces problématiques fiscales, etc., etc. Quand bien même on vous laisserait le faire, eh bien, en fait, vous vous retrouvez plafonné. Donc, là aussi, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. L'ensemble, là, on l'a vu, elle est 25% exonérée d'impôts au UK, mais imposée en France. Plus 9 points. Multiples fonds, complexité de suivi avec des règles différentes pour chaque fonds. Restrictions et règles clés. Retrait avant 55 ans, impossible sauf pour des raisons de santé. Pénalité, 50%, 55, et ça passe à 58, on l'a dit. Pénalité, 55% pour retrait ou transfert non autorisé. Unauthorized transfer ou après 55 ans. Là, en fait, il faut faire attention. C'est rare, puisqu'on ne peut pas vous laisser sortir, on ne vous laissera pas le sortir. Mais si jamais vous trouvez une solution pour le sortir, il y a une pénalité de 50%, 55% pour unauthorized transfer qui s'applique. QROPS et transfert international. La solution était les QROPS. Eh bien, depuis le 30 octobre 2024, les transferts soumis à une taxe de 25%, on l'a vu, Overseas Transfer Charge, vous tout retrait vers un QROPS, y compris vers l'UE et Gibraltar aujourd'hui. Et puis en France, le PER et le PERP, malheureusement, ça fait depuis 2015 qu'on ne peut plus transférer. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va le voir tout de suite. Je souligne, mais c'était évident, il y a aussi un problème de change. Je garde mon UK Pensions au UK, taux de change instable, impact sur votre retraite et votre pouvoir d'achat en France, où vous soyez d'ailleurs. Une pension d'État insuffisante. Alors, ouais, c'est vrai que c'est important. Il est évident que les UK pensions sont, par rapport à ce qu'on a nous, en termes de montant sur nos PER ou nos PERP, voilà, c'est incomparable. En France, on a une pension de reversion, pension d'état de reversion. Au UK, non. Donc, les pensions les pensions françaises, les pensions anglaises sont pour vous, expatriés, très, très, très importantes. Donc, il faut pas se louper. Donc, inaction, si inaction de votre part, c'est-à-dire si vous ne faites rien, il y a stress, écoute, vos fonds de pension UK risquent de ne pas garantir une retraite sereine. Agir est essentiel. Donc, ne laissez pas vos fonds de pension UK en l'état si vous quittez le Royaume-Uni. Ça, c'est un conseil, mais on le voit tous les jours. Et c'est vraiment une vraie problématique. Alors, c'est pas un problème, c'est une vraie problématique avec des solutions. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais voilà. C'est quelque chose on nous contacte plusieurs fois par jour et toutes les semaines. Donc, il y a vraiment quelque chose. Les défis pour les résidents fiscaux français. Donc, aujourd'hui, très rapidement, aucune option réellement adaptée. Problème lié au QROPS. Les portes se ferment, on l'a vu tout ça, hein, donc je ne reviens pas dessus. Et puis, je souligne quand même le cas numéro 1, aucune option réellement adaptée. La sortie en capital est rarement proposée par les fonds de pension, à part les 25%, et lorsqu'elle est proposée,
Lorsque vous êtes en France, le HMRC va vous prendre 25%, va vous prendre 45% de taxes. Alors, notre approche, rapatrier vos fonds de pension UK sous forme de capital. Alors, 90% des expatriés souhaitent transférer leur fonds de pension hors du Royaume-Uni. Je quitte le Royaume-Uni, je ramène avec moi mon fonds de pension. La problématique, c'est que ce n'est pas aussi facile. Il y a des étapes à respecter. On est là pour vous aider. Notre objectif, vous proposer une solution adaptée à votre situation pour transférer et optimiser vos fonds. Durée de la solution dépend de votre âge et de votre proximité avec les 55 ans libératoires. Alors, même avant 55 ans, on va pouvoir vous aider, ne pas s'inquiéter. Notre priorité, sortir le capital en une seule fois. Vous allez voir pourquoi. Mais l'idée première, c'est d'essayer de sortir le capital en une seule fois. On va voir comment. Éviter les pénalités et autres charges applicables par le HMRC. Alors, minimiser la fiscalité liée au transfert. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, hein, c'est bien entendu. Et en France, il faut savoir qu'on a fait des études sur toute l'Europe, voire plus. Mais à part la Suisse, un canton en Suisse, il se trouve que la France a la fiscalité sur des lump sum, prix de capital issu de fonds de pension de sources étrangères, la moins chère d'Europe. Oui, ça peut faire sourire certains, mais en tout cas, oui, la France a ça. Et c'est la loi Fillon, en fait, qui a créé ça, de M. François Fillon, loi Fillon, en 2003, lorsqu'il a créé le PERP. Réinvestir dans un développement avantageuse, flexible et international. Ça, on va voir où le mettre également. Quelle solution s'offre à vous? Alors, il y avait le QROPS. Je mentionne le QROPS, j'ai oublié un petit peu l'enlever puisque c'était un petit peu passé, mais je le mentionne parce que je pense qu'il y a deux cas qui sont intéressants. Il faut savoir que le QROPS de 2006 au 30 novembre 2024, les Qualified Recognized Overseas Pension Plan permettaient de transférer 99% des UK pensions. C'est-à-dire qu'on faisait que du QROPS. On partait du Royaume-Uni, on l'amenait à Malte, et de Malte, on l'amenait en France. Sans pénalité de 55% pour unauthorized payment, pas de 25% d'overseas transfer charge avant, sans fiscalité britannique telle que les 45% d'emergency withholding tax qui nous pourrit un petit peu l'existence en termes de fiscalité et d'optimisation fiscale, et on va voir comment l'éviter. Possibilité avant ou après 55 ans que vous soyez résident fiscal ou non. Un QROPS maltais était idéal pour les expatriés britanniques ou français expatriés, car seule la fiscalité du pays de résidence s'appliquait grâce à la DTA de Malte avec 96 pays. C'est-à-dire que je pouvais l'amener à Malte et je n'avais pas du tout de problématique de l'envoyer dans 96 pays différents sans aucun problème, sans aucune fiscalité maltaise. Donc ça permettait de ne pas payer entre le UK et Malte et ça permettait de sortir de Malte et de payer qu'en France, les 7,5. On va voir comment on peut reproduire ça. Il existe néanmoins deux cas intéressants pour lesquels le QROPS est encore possible et très utile. Alors, on va le voir après, mais oui, non, c'est ça. Deux cas seulement permettent d'éviter le OTC de 25%. Alors, la voie royale du QROPS est encore ouverte pour ceux qui détiennent des Occupational Pension Schemes, donc à vérifier, puisque le transfert possible sans OTC uniquement est si le pension d'origine est occupational. Et le QROPS, ses destinations est également occupational. C'est-à-dire que si on bascule d'un occupational pension scheme au UK vers un occupational QROPS qui existe à Malte, vous ne payez pas les 25% de OTC. Et là, vous le rapatriez en France par un flexi access en payant les 7,5. À tout de Malte, pas de taxation des capitaux des non-résidents, plus convention internationale, on l'a vu. Mais je pense que peut-être le plus intéressant, ou encore également, hein, c'est les pensions de Guernsey, surtout Jersey d'ailleurs. Les pensions situées à Jersey, pas d'OTC car ces juridictions ne relèvent pas du UK. Souvent des pensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de overseas transfer charge de 25%. Souvent des pensions, lorsqu'on fait un transfert, souvent des pensions tenues par JTC à Jersey. JTC, c'est un grand provider, issu de package pour expatriés ou foreign package. C'est-à-dire que, je l'ai dit au début, mais ce sont souvent des gens qui avaient des foreign packages. Et donc, les foreign packages, les fonds de pension, ils étaient obligés de faire des fonds de pension parce que vous étiez au UK, mais ils se faisaient, pour des raisons juridiques, à JTC, à Jersey, pardon. Attention, pas de DTA avec la France. Alors, ça, c'est important. Si très bien, vous avez votre pension à Jersey, vous vous dites, tiens, je vais le ramener en France. Attention, la France et Jersey n'ont pas de double taxation agreement. Et la double taxation agreement, c'est pour la convention internationale, comme on le dit en français, c'est pour éviter la double imposition. S'il n'y en a pas, eh bien, il y a tout simplement un risque de double imposition. Taxé en France
et dans les Channel Islands. Donc, d'où l'importance de basculer vers un QROPS à Malte, puis d'utiliser la Flexi Access, rachat total, pour rapatrier les fonds vers la France. Donc, conclusion, euh, QROPS pertinent uniquement pour occupational vers occupational, et puis on rapatrie en France. Guernsey, Jersey vers QROPS, et on rapatrie en France. Sortie dès 55 ans, seule la fiscalité française s'applique, donc qui est en fait de 15,95, puisque vous allez voir comment j'arrive à ça, mais 7,5 moins 10%, sur lequel j'ajoute 9,1. Et on va voir d'où sortent ces 10% d'abattement. Nous recommandons de profiter de ces fenêtres tant qu'elles sont encore ouvertes. Alors, la solution depuis le 30 octobre 2024, c'est-à-dire que dans le QROPS, a donné suite à quelque chose. L'International Self-Invested Pension Plan, aussi appelé ICIP. Donc, c'est une solution, solution simple et efficace, tout clairement. Mais pourquoi? Aucune taxe excessive, pas de 25% overseas transfer charge, pas de 55% de unauthorized payment penalty quand on transfère vers un ICIP. Conçu pour les expatriés, c'est un International Self-Invested Pension Plan, à défaut du Self-Invested Pension Plan classique. Conçu pour les expatriés, donc international, idéal pour les non-résidents fiscaux UK ou ceux qui préparent leur expatriation. Un CGP français régulé par l'AMF comme nous, sous responsabilité civile française, professionnelle française, donc on vous garantit, vous êtes garanti par notre responsabilité civile, peut vous proposer et vous aiguiller. Donc en fait, là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut intervenir. Donc on peut vraiment vous aider. On peut vous aider à le transférer sur un AIC. On peut gérer les problématiques financières, fiscales, juridiques et jusqu'au rapatriement en France et encore. Et ensuite, avantage clé. Donc une fois sur le AIC, on peut faire un Flexi Access Drawdown. Alors ça, c'était le Flexi Access Drawdown, c'est au lieu du Kate Drawdown qui était plafonné avec le GAD à 10 000 livres par an, cette fois-ci, on peut faire des Flexi Access Drawdown. C'est-à-dire que c'est flexible. Je peux sortir ce que je veux chaque année lorsque je serai à la retraite. La question est, est-ce que je veux vraiment le laisser sur l'IC quand il y sera? On va voir que peut-être pas. Full Flexi Access, sortie totale du capital à une fois. Ça, c'est ce qu'on va chercher, ça, c'est ce qu'on va utiliser surtout. Alors, on le met sur l'ASC et on va faire un full flexi access, on va sortir la totalité du capital. Multidevise, GBP, euro, USD. En fait, ce sont un international SIP. De fait, c'est international, mais c'est aussi, donc, bien entendu, multidevise. Il peut être en GBP, mais vous pouvez, dès lors, à ce stade, basculer de votre UK Pensions vers un international SIP et qu'il soit en euros. On peut le mettre en euros. On peut déjà utiliser le change. Pas en ce moment, je recommande pas. Mais portable conserve son statut quel que soit votre pays de résidence. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans l'AIC, vous pouvez faire le tour d'Europe et y vivre. Eh bien, en fait, il est portable. C'est un petit peu comme les assurances vie luxembourgeoises qu'on va voir tout à l'heure. C'est pas où se situe le AIC qui compte, mais c'est où vous vous situez, vous, le policy holder. Donc, flexible, choix de la plateforme d'investissement et du dépositaire. On va dire qu'on peut faire des montages. On peut très bien dire, je veux que mon AIC soit géré par IFGL je veux qu'à l'intérieur du AIC, le dépositaire et la plateforme que j'utilise soient basés au Luxembourg, par exemple. Ou alors, on va voir qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui qui sont quand même plus intéressantes. Très rapidement, d'un point de vue technique, localisation. Donc, les AIC sont généralement basés hors du UK. Devises, on l'a vu, multi-devises, USD, Europe, GBP, CHF. Transparence, tous les frais sont conformes au réglementaire MIFID. MIFID 2, c'est ce qui régit littéralement toute la finance européenne. Anciennement, le UK, mais en fait, ils ont leurs propres règles, mais ils sont très souvent basés sur MIFID 2. Dépositaire, les ICIP ne détiennent pas directement le capital. Le dépositaire peut être situé dans l'UE au Luxembourg, à Guernsey, je l'ai dit. Mais il n'y a pas, on peut aussi avoir un ICIP qui détienne et le capital et sur les dépositaires également. Donc, on va voir que c'est peut-être d'ailleurs même la solution de choix. Banque, les dépositaires travaillent avec des banques de premier plan comme BNY Mellon, HSBC, BNP Paribas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'un ICIP, c'est quelque chose qui est inconnu au bataillon. Non, il faut voir qu'est-ce qui est derrière. Ce sont des banques, les dépositaires, c'est-à-dire que là où on met l'argent, ce sont des gros, hein, voilà, BNP Paribas, HSBC, on peut guère faire mieux. Option, les dépositaires incluent des plateformes comme Morningstar, Novia ou des assureurs, Hotmost, RL360. C'est-à-dire qu'on peut faire des montages, comme j'ai expliqué, comme on peut simplement dire on va le mettre dans un seul endroit. C'est deux typologies. Choix d'investissement.
Accès à des ETF, ça parle pour certains, j'imagine, mais en fait, on peut tout mettre, hein, ETF, OPCVM, notes structurées, structured notes, possibilité de déléguer la sélection selon des lignes directrices, mettre un DFM, Discretionary Fund Manager, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui le gère pour vous, ou alors votre financial advisor le gère pour vous. Voilà, on est capable de le faire aujourd'hui avec aucun problème. Alors, des stratégies applicables avant et après 55 ans. Alors, l'utilisation du ICIP avant 55 ans, solution intermédiaire. Alors, je dis oui, utilisez-le, aucun problème. Vous êtes en France et vous avez un UK Pension Fund dormant, rien ne vous empêche avant 55 ans de regrouper tous vos UK Pension Plans dessus, puisque vous avez probablement travaillé dans 2 ou 3 boutiques différentes. Vous regroupez. Préparer le rachat total dès 55 ans, c'est-à-dire que vous avez 49 ans, vous avez 45, ça permet de faire croître le capital en ayant une allocation d'actifs agressive ou moins, enfin, selon votre profil de risque, et ensuite de continuer à faire croître ce capital en ayant une vision internationale sur celui-ci, et ensuite, dès que 55 ans, eh bien, vous faites un full flexi access, et ce, que vous soyez n'importe où. Flexibilité multi-devise, vous pourrez très bien dire, mais moi, en fait, dès que je sors du Royaume-Uni, moi, c'est fini les livres, j'en veux plus, ce sera en dollars. Bon, ou alors en euros, probablement. C'est possible. Ouvrir un PPB, assurance vie. Alors, ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui est venu se greffer. Alors, moi, en même temps que faire un ICIP, on va le voir tout à l'heure, je recommande vivement d'ouvrir ce qu'on appelle un Private Portfolio Bond, PPB, slash assurance vie. C'est-à-dire que on est souvent venu me dire, oui, moi j'ai une assurance vie en France, je suis au Royaume-Uni. Bon, c'est un petit peu incompatible. Alors certes, certains vont dire, mais moi je l'ai. Oui, ça a été ouvert il y a longtemps, mais techniquement parlant, pour avoir une assurance vie française, il faut être en France. Donc, pour que celle-ci fonctionne. Si vous êtes résident fiscal britannique, ben, ce sont les règles du Royaume-Uni qui fonctionnent. Par contre, les Private Pension Bonds, les PPB, eux, fonctionnent pour les Britanniques, et lorsque vous venez en France, là, ça devient une assurance vie. C'est-à-dire que le même contrat est PPB au UK, et quand vous venez en France, c'est assurance vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour démarrer le fiscal clock et préparer un réceptacle à fiscalité optimale pour votre pension. Pourquoi? Je sais que je vais venir en France, ou je suis déjà en France. Bon, lorsque je suis déjà en France, la question ne pose pas. Mais je suis encore au UK. Je sais que je bascule sur mon IC, ou je sais que je vais venir bientôt en France. En fait, le AIC, une fois que j'ai sur le AIC, si j'ai ouvert un PPB, le PPB plus, on le sait, la fiscalité d'assurance vie est intéressante, plus on avance dans le temps. À partir de 8 ans, elle est très intéressante. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un PPB en avance qui deviendra assurance vie quand je basculerai en France. Et mon AIC, lorsque je vais faire mon full flexi access, je le basculerai sur mon assurance vie PPB qui est devenu assurance vie. Donc j'ouvre les deux en même temps. Le PPB, quand je vais en France, devient assurance vie. Mon AIC, je le rapatrie sur l'assurance vie. Et j'ai donc un produit qui est quasiment défiscalisé, voire totalement défiscalisé, quand j'arrive sur le territoire français. C'est-à-dire que le fiscal block, on a pris date fiscale. Et on peut le faire depuis les PPB. Là, c'est totalement autorisé. En résumé, vous capitalisez sans fiscalité tout en anticipant votre transition vers la France. Après 55 ans, l'ISIP, une solution flexible. Donc, Flexi Access Drawdown. Recevez des versements réguliers sans limite dans la devise et la banque de votre pays de résidence. Alors ça, c'est rare. Je ne connais vraiment pas beaucoup de personnes qui ont mis en place le Flexi Access Drawdown depuis l'IC. Mais bon, pourquoi pas? Vous pouvez si vous voulez le faire. C'est-à-dire mettre en place des rachats partiels programmés depuis votre AIC vers la France. Généralement, on privilégie, après 55 ans, le full flexi access. Retirez la totalité du capital en une seule fois. Rapatriez-le en France ou en Europe. Important, NT-code, évite le withholding tax. Donc ça, l'idée, c'est on le bascule sur l'AIC, on le met sur l'AIC, puis ensuite on le rapatrie en une seule fois sur la France pour aller le mettre sur une assurance vie luxembourgeoise si on le souhaite. Mais aucune obligation. Mais pas sans NT-code. Et là, on va le voir tout de suite ou bientôt. Voilà. Optimisation fiscale, c'est-à-dire que il faut à un moment donné, lorsqu'on va basculer sur l'AIC, il faudra. Pourquoi? Parce que le UK, systématiquement, même sur des AIC, va vouloir prendre leurs 45% de emergency withholding tax. C'est-à-dire qu'ils saisissent 45% du montant
et il le garde jusqu'à ce que vous prouviez que vous n'êtes pas en France, que vous n'êtes pas au UK, où vous êtes, qu'il y a un double taxation agreement, etc., etc. 18 mois d'attente, c'est pénible. Donc, je ne le conseille pas parce que ça fait, on n'a aucune visibilité dessus. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de, lorsqu'on est sur le IC, et on le fait pour vous, il n'y a aucun problème, hein, on obtient, et on veut faire un full flexi access, eh bien, on obtient le NT code. Et ce NT code, c'est non-tax code, c'est tout simple. Et en fait, ce n'est pas vous qui obtenez le NT code, c'est on encode le IC. Vous pourrez certains me dire, mais j'ai un NT code, moi, souvent les Britanniques, j'ai un NT code sur mon Legal General. Non, non, mais là, on parle de ICIP. Et Legal General, c'était une autre pension. Non, chaque fonds de pension doit avoir son NT code. Et donc, le NT code, c'est le ICIP qui obtiendra le NT code, délivré par le HMRC. Et lorsqu'on va faire le full flexi access, c'est-à-dire le rachat total, eh bien là, il y aura pas de withholding tax du tout. Donc, ça ressemble exactement à ce qu'on faisait pour le QROPS avec ses règles de DTA que j'expliquais au début. Donc, ICIP plus NT code égale les mêmes avantages du QROPS, c'est-à-dire que je bascule sur un ICIP, je n'ai rien à payer. Je bascule de l'ICIP vers pourquoi pas, assurance vie luxembourgeoise, on va voir pourquoi, et le PPB, sans rien payer. Mais je paye quand même toutefois la fiscalité en France. On revient sur cette fiscalité en France. En même temps, petite parenthèse, double taxation agreement DTA UK France stipule que les pensions UK et autres revenus similaires ne sont imposables qu'en France pour les résidents fiscaux français. Donc, en fait, quand on fait un rachat total de ce fameux ICIP, eh bien, en fait, le full flexi access, le capital retiré de l'ICIP sera donc taxé en France. Mais il faut absolument que le ICIP ait un NT code, je l'ai dit, afin d'éviter le UK withholding de 45%. Et on a dit NT code par pension. Alors là, c'est la clé hein, un petit peu de l'aventure. Tout ceci, c'est-à-dire rachat en une seule fois, basculer sur le SIP, vérifier voilà, sur le ICIP, pardon. Ensuite, obtenir le NT code et ensuite le rapatrier vers la France, nous amène au fait qui est compétent pour taxer, vous avantage vers l'avantage et l'importance de rapatrier votre capital issu du ICIP en une seule fois afin de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. L'article 163, pour ceux qui veulent vraiment regarder, article 163 bis, alinéa 2 du Code général des impôts, taux français, taux forfaitaire 7,5 après abattement de 10%, ce qui nous revient à payer 6,75 de taxes, prélèvements sociaux de 9,1%, ce qui nous fait un total de 15,85% sans impact sur la TMI du foyer. C'est important. Je rapatrie 1 million, 15,85% de taxes, mais ça va pas impacter mes revenus du foyer. Je ne vais pas me retrouver à payer 45% sur le reste de mes autres revenus. C'est important. Attention, toutefois, là j'ai parlé d'1 million, au-dessus de 500 000, il y a le CEHR, taxe sur les hauts revenus. Donc, au-dessus de 500 000, 3%. Donc, c'est 3% pour un couple au-dessus de 500 000. Ces forfaits ne s'appliquent que si le capital est sorti en une seule et même fois. J'attire votre attention là-dessus. On ne peut pas le faire à reprise, à répétition. Ou réinvestir les fonds issus de l'ANSEP. Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, ça n'accueille que les fonds à partir de 125 000. Pourquoi on le mettrait là-bas? Bon, accueille les fonds à partir de 125 000. Sécurité du capital grâce au triangle de sécurité. Pardonnez-moi pour le typo. Triangle de sécurité. Très clairement, l'argent au Luxembourg est très sécurisé. Il y a un triangle de sécurité qu'on pourra développer lors d'une conversation en privé, mais qui protège votre capital bien au-dessus des 70 000 que protège le capital sur les assurances vie en France, que l'État vous aide à protéger, enfin, que vous donnerez l'État, fonds de garantie. Et les 85 000 livres qu'on a au Royaume-Uni, là, c'est sans limite par rapport à cette sécurité, ce triangle de sécurité. Évite la loi Sapin 2. Quand vous ramenez vos fonds en France, vous les mettez en assurance vie, il y a possibilité de blocage des retraits par l'État français. On ne peut pas accéder à vos fonds. L'État français, constitutionnellement, n'a pas le droit d'aller ponctionner vos assurances vie. Donc, ça il faut ne pas écouter ça. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, l'État français peut, à un moment donné, en cas de crise, dire on vous bloque, vous ne pouvez plus retirer des fonds de vos assurances vie pour éviter un cash run. Et ça peut être très désagréable si on vit dessus, si on vit de ces rachats. Particulièrement si c'est un fonds de pension, et voilà, c'est notre pension. Permet de garder, et en Luxembourg, il n'y a pas ça. Donc, permet de garder les livres. Par exemple, vous sortez du UK avec des livres, vous le mettez sur l'ICIP avec des livres, et ce n'est pas le moment de transférer 1 euro, mais vous le mettez sur un assurance vie luxembourgeoise, multi-devise, en livres. Et c'est vous qui gérez l'échange. Vous êtes en euros, mais vous sortez quand la livre quand le taux de change est bon, c'est vous qui gérez. Parfait pour la transmission.
il y a un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire. C'est un outil de transmission. Voilà, c'est l'outil de transmission majeur lorsqu'on est en France. On peut l'utiliser, il faut l'utiliser pour ça également, si on a des besoins. Permet d'investir dans des ETF, UCITS, SICAV, fonds structurés, dans ce qu'on veut. Vraiment, c'est open architecture. C'est bien plus que les assurances-vie françaises. C'est vous qui choisissez où vous voulez investir. Offre une fiscalité avantageuse, surtout en cas de fiscal clock. Alors, c'est ça. Quand je disais, l'assurance vie est avantageuse, mais elle devient hyper avantageuse, si je peux utiliser ce mot-là, à partir de 8 ans. L'idée, c'est d'ores et déjà, pourquoi pas, en rachetant les 25% de votre PCLS alors que vous êtes au UK, de le basculer sur le PPB, le Private Pension Bond, pour essayer de prendre date fiscale, et d'autant plus que vous pouvez accéder à votre PPB lorsque vous êtes au UK, il n'y a aucune problème, et avec des avantages fiscaux, et de prendre date fiscale, mais directement au UK, sans avoir à aller en France, c'est-à-dire vous prenez un PPB au UK, que lorsque vous allez rentrer en France, vous aurez déjà, mettons, 4, 5, 6 ans sur le fiscal clock, voire 8, et vous basculez votre ASC sur le PPB devenu assurance vie. Ça, voilà, c'est une vraie optimisation fiscale. Frais largement en dessous de ce pratique en France, portable dans tous les pays d'Europe. Les SCPI européennes, bon, c'est aussi une porte de sortie, pourquoi pas, hein, mais je préfère parler de l'assurance vie luxembourgeoise. Résumé, gather your pension schemes, transfer to an international SIP, ISIP, apply for an HMRC NT code, full flexi access, rachat total, the international SIP, ISIP, invest in an assurance vie in Luxembourg, declare in France. We will manage the full process on your behalf, including securing your NT code and submitting the withdrawal declaration to the French DGFIP. Voilà. Préparer sa retraite aujourd'hui, un mot du PPB, ouvrir un petit peu plus en détail, ouvrir un private portfolio bond au Royaume-Uni dès que possible. Objectif, créer un réceptacle fiscal prêt à l'emploi pour le retour en France. Le PPB est portable, reconnu au UK dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire que je peux aller en Espagne, ce n'est pas que la France, hein. Espagne, Italie, Portugal. Évite les blocages fiscaux lors du changement de résidence. Compatible France, Espagne, Portugal, Italie, Suède, je viens de le dire. Permet d'organiser sa transition fiscale avant le départ. Ouvrir un PPB au UK enclenche immédiatement l'antériorité fiscale de votre futur contrat d'assurance vie luxembourgeoise. À votre retour en France, le PPB devient automatiquement une assurance vie luxembourgeoise. Objectif, comme je viens de le dire, atteindre les 8 ans d'ancienneté le plus tôt possible. Après 8 ans, retrait quasi défiscalisé sur l'assurance vie, voire défiscalisé si on s'arrange bien. Avant 8 ans, méthode de calcul très avantageuse. Plutôt vous ouvrir un PPB, plus vite, le fiscal clock travaille pour vous. Devient une assurance vie dès que vous. Voilà, on l'a dit, hein, c'est pour 5. Alors, voilà, au UK, par contre, même contrat, même notoriété, pas de fermeture, pas de pénalité. Avantage UK, le PPB au UK a 5% d'exonération annuelle de capital gains tax pendant 20 ans. Donc, il n'y a pas de capital gains tax sur 5% des retraits, et ce pendant 20 ans. Police utilisée, dès lors que vous êtes au UK, aujourd'hui. Police utilisable dans toute l'Europe, pas besoin de changer dans le cas de mobilité. 3 assureurs luxembourgeois proposent ces contrats premium. Minimum d'ouverture 85 000 livres, hein, et 100 000 euros ou 100 000 euros. Possibilité d'ouvrir sur 2 têtes, ça aussi c'est important. Les Français n'acceptent pas les 2 têtes, mais là vous pouvez. Vous êtes au UK, vous ouvrez un PPB sur 2 têtes. Attention, les assurances vie françaises ne sont pas portables, non, pas reconnues au UK et posent des problèmes fiscaux pour les non-résidents. Ça, c'était les assurances vie françaises. Attention. Stratégie gagnante, ouvrir un PPB le plus tôt possible pour y transférer les fonds de pension lors du rachat total depuis le ICIP, permettant d'avoir immédiatement des revenus défiscalisés. Et on arrive à la fin. Please schedule a call with me. Alors, vous pouvez, là aussi, j'organise un petit peu. Bien entendu, vous pouvez m'appeler, nous appeler, toute l'équipe, on est aujourd'hui 9. Vous pouvez nous appeler. Vous avez un numéro de téléphone c'est pour prendre les rendez-vous. Vous pouvez envoyer un email à Client Support sur le site et on vous enverra directement un calendrier pour que vous puissiez booker votre slot. Vous pouvez booker un slot directement sur notre site, donc About You. Et merci. Thank you. And I welcome any questions you may have. Merci beaucoup. Vous pouvez scanner aussi le QR code qui s'affiche à l'écran pour prendre rendez-vous avec Daniel directement. Ça envoie depuis son site vers un Calendly. Je l'ai aussi mis dans le chat. Pour les gens qui nous regardent sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, je l'ai mis en commentaire. Donc vous pouvez y accéder directement. Merci, Romain. On va laisser encore ce slide affiché peut-être une seconde pour que les gens puissent scanner le QR code. Et puis on va tout de suite attaquer les questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Bien sûr, tout ça
C'est enregistré, donc ça permet de répondre à la question de Vanessa. On a une question de Jean-François. Je comprends que l'on ne peut pas transférer en France de façon optimale fiscalement si on a déjà touché le lump sum de 25%. Alors, effectivement, effectivement, ça c'est un sujet sur lequel on a longuement discuté. On a interrogé plusieurs comptables et des juristes, etc. La réponse est que, eh bien, et c'est ce que dit le texte, le texte de loi article 163 bis du Code général des impôts alinéa 2 dit que si le fonds de pension étranger, et pas pour parler des UK, permet des voies de sortie, à des choses qui sont techniquement, voilà, intrinsèquement font partie du contrat en lui-même, eh bien, cela ne pose pas systématiquement de problème à l'administration fiscale, puisque ça faisait partie de comment fonctionne le contrat. Donc, ces juristes et ces comptables nous ont répondu que, effectivement, cela, même si on pouvait penser le contraire, pouvait être possible. Euh, Moi, j'avais tendance à dire que non, ça ne l'était pas possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, beaucoup pensent que c'est possible. Et donc, moi je suis j'ai repris un petit peu, j'ai reculé un petit peu par rapport à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, le texte de loi pourrait le permettre possible. Et donc, c'est effectivement une possibilité. Mais à discuter en privé, effectivement. À voir au cas par cas, quand ça a été fait, etc., etc. Voilà ma réponse sur ça. Parfait. On a une question d'un auditeur, une auditrice anonyme. Quels sont les accords signés entre la France et le Royaume-Uni après le Brexit pour les équivalences retraite pour les Français ayant le settled status? Je pensais que certains droits avaient été maintenus pour pouvoir prendre sa retraite en France. Alors là, ouais, mais là, c'est un petit peu hors sujet. Là, nous, on est sur les private pensions. Donc, ça, ce sont vraiment ça, ce sont des règles sur les pensions d'État. Nous, vraiment, on est sur les private pensions qui sont un petit peu un autre sujet. Donc, là, je me permets de botter un petit peu en touche sur cette question-là, puisque c'est pas le cœur du débat. Parfait. Euh, on peut peut-être te contacter en privé ou quelqu'un de ton Bien équipe. sûr, bien sûr, hein, on pourra en discuter, effectivement. Ouais. On a Anne qui nous dit, je suis travailleur indépendant basé en Angleterre et actuellement en train de regarder les options de plan de pension qui pourraient me convenir. En revanche, nous planifions de rentrer en France d'ici 3 4 ans. Est-ce plus logique d'investir directement en France? Alors, oui, ben, disons que je pense que dans ce cas précis, investir en France, ce serait quoi? Ce serait sur un PER, aucun intérêt depuis le Royaume-Uni, puisqu'il y a des avantages fiscaux qui ne seront pas appliqués, le PER. Mais par contre, oui, la solution de choix est vraiment, ce serait le PPP que j'expliquais. Le Private Pension Bond, là, vraiment, c'est un produit retraite, c'est un produit d'investissement, c'est un produit que vous pouvez commencer au UK sur lequel vous allez pouvoir commencer à investir, à préparer votre retraite au UK, etc., etc. Et qui, dès que vous allez basculer dans 3 4 ans en France, qui deviendra une assurance vie française, enfin luxembourgeoise, reconnue comme une assurance vie française. C'est la même chose, c'est vraiment les cousins, hein. C'est même plus que des cousins, c'est des frères. Donc, oui, ça, c'est la solution qui s'offrirait à vous. Votre solution de choix, ce serait de commencer à investir sur une solution de PPB. Voilà, qui, comme je le dis, c'est une solution à deux têtes. Donc, même si on n'a pas nécessairement 100 000 ou 85 000 livres, on peut imaginer qu'à deux têtes, on est 45 000 euros chacun. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus faisable. Je dis ça parce que beaucoup m'ont contacté. On a utilisé cette solution-là pour optimiser. Donc, oui, ça, c'est la solution. Ok. Deux têtes, ça veut dire deux personnes. Deux personnes, pardon, oui. Quand je Ouais. dis deux, Ok. c'est deux personnes. Euh, on a une question de Carole. Est-ce que l'ICIP est vulnérable à un crash boursier, donc investit surtout en stock et shares? Quel est le niveau de risque de perte en capital? Alors, ça, c'est une question effectivement qui revient assez souvent. Attention, le IC, c'est une solution, c'est une enveloppe. Ce qu'on y met dedans, c'est vraiment, c'est là sur lequel il faut travailler, non pas le IC en lui-même, mais ce qui est dedans, ce qu'on appelle les underlying assets.
Donc, la réponse, c'est selon votre profil risque. Donc, nous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est MiFID 2 et tout le monde l'est en Europe, en théorie. On va analyser votre profil risque à partir d'un questionnaire qu'on appelle Dynamic Planner qui est fait par Oxford University, pour ne pas le citer. Et une fois qu'on a déterminé votre profil risque, c'est ensuite que là, on va choisir un modèle de portefeuille, une allocation qui correspond à votre profil risque. Je m'explique. Vous êtes dynamic. Alors, on va dire que vous êtes capable techniquement, de voir monter jusqu'à 40%, c'est un exemple, hein, c'est d'aller 35%, et de voir descendre, c'est surtout le descendre qui répond à votre question, de voir descendre jusqu'à moins 25. Mais par contre, quelqu'un qui sortirait comme risk profile, voilà, cautious, lui, il est clair que dans le modèle qu'on va mettre en place, on va mettre un modèle qui ne descendra théoriquement pas en dessous de moins 5 ou moins 3 et qui ne montrera pas plus qu'effectivement plus 8 ou plus 10, allez, plus 12. C'est un exemple, hein. Donc, c'est vraiment au niveau de la volatilité et des plus et des moins que cela se passe. Donc, la réponse, c'est tout dépend de votre profil investisseur. Ça n'a rien à voir avec l'ICIP. Ça va être en fonction de votre profil investisseur et de ce qu'on lui met dedans. Plus j'ai d'actions, plus que je vais avoir de risques et plus je vais être impacté en termes de crash boursier. Moins j'ai d'actions, moins j'ai de risques, moins je vais être impacté par des crashs boursiers. Attention, en 2022, il y a quand même des problématiques au niveau des obligations. Il y a eu aussi un crash obligataire, mais bon, ça a été assez rare. Mais la réponse est là-dedans. Ça dépend de ce qu'on y met dedans. Parfait. Question de Jean-François. On m'a dit qu'il n'y avait pas de réelle différence entre ICIP et CIP. Est-ce vraiment le cas? Alors, alors non. Déjà, le International SIP, c'est multidevise. Le SIP n'est jamais multidevise. Donc, non, ce n'est pas le cas. Je pense que quelqu'un qui dirait ça, ce serait un IFA anglais voilà, qui veut pas forcément vous laisser partir. Toujours est-il que le International SIP, vous pouvez faire des choses lorsqu'il sera dans un International SIP alors que vous êtes en France, tandis que le SIP, vous ne pourrez absolument rien faire. Donc, la différence, elle n'est pas tellement quand on est au UK. Oui, j'ai un ICIP au UK et que j'ai un SIP. Donc, la réponse est oui, si vous êtes au UK, il n'y a pas forcément de différence à ce moment-là. La différence, elle n'est pas au UK. La différence, elle est quand on retourne en France, le International SIP, je vais pouvoir travailler avec, tandis que le SIP, je ne vais pas pouvoir travailler avec. Le International SIP, je vais pouvoir très facilement obtenir un NT code, tandis que le SIP, je vais avoir du mal à obtenir un NT code. Et ainsi de suite. Le International SIP s'est tourné vers l'international, le SIP s'est tourné vers le UK. Voilà la réponse. Donc, voilà, il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. C'est vraiment fait pour les gens qui sont hors du UK ou qui vont sortir du UK très rapidement. We got a question from an anonymous attendee. Do you deal with US citizens? Do you also advise to open a PPB in the UK? Well, the thing is, are you a US citizen in the UK? I understand, yes. I guess so. I'll reopen the question if you wish to answer, and we can come back to that question at the end, maybe. OK. Euh, Question de Fred, slide 8. Pourquoi le withdrawal est limité à 10 000 pounds par an? Non. Pardon. Alors, le withdrawal n'est pas limité à 10 000 pounds par an. C'est lorsque vous êtes sur des UK pensions, souvent, on vous propose le Caped Drawdown. Et le Caped Drawdown, ce n'est pas comme le Flexi Access Drawdown, c'est-à-dire que je suis limité au GAD qui est environ 10 000 livres par an. Le Caped Drawdown, c'est-à-dire qu'on vous bloque, vous pouvez sortir tant, etc., etc. Donc ça, c'est certaines formes de UK Pensions qui le mettent en place et que c'est fonction du GAD. Et le GAD, il est généralement bloqué, il est généralement de 10-12 000 par an, ça évolue un petit peu. Aujourd'hui, ça, c'était les UK Pension Funds. Il y en a d'autres, effectivement, et c'est plutôt le cas des ICIP et des CIP aussi, mais des ICIP qui font du full flexi, du flexi access drawdown. Et là, comme on l'indique, c'est du flexible drawdown. Je peux sortir ce que je veux. Voilà, donc caped drawdown, je suis capé à un montant, donc 10 000. Par rapport au GAD, c'est ça qui fixe. Et le Flex et Access Drawdown, là, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, non, non, ce n'est pas tous les fonds de pension qui sont bloqués à 10 000 euros, à 10 000 livres, pardon. C'est les Cape Drawdown, Ok. l'option Cape Drawdown. Alors, il nous reste encore 9 minutes, donc on va juste répondre aux questions qui ont déjà été posées. Donc, l'auditeur anonyme
Yes, US citizen living in the UK for 20 years with a DC scheme and DM in the UK, planning to retire in France, currently 48 years old. Okay, yeah. So the idea is yes. Well, as a UK citizen, I'm going to say the answer is amongst the three or four providers, and I only know of three providers of PPB, private portfolio bonds. There is no one has ever said they couldn't take the US the US person, the US citizens. So my answer is going to be yes for the moment. It would be worth inquiring perhaps in private and looking at your exact situation, which you've very kindly provided, but more in depth during a meeting. But I have not had any no's on the subject. And since it's Luxembourg, because it must be understood that the PPB is in Luxembourg already, that's why it would become an assurance vie Luxembourg. They're very open to US persons and much more than in France or other jurisdictions. All right. Question de Axel. Je viens d'avoir 55 ans. Dois-je ouvrir un PBB? Euh, alors, oui, il y a pas. Alors, le PPB n'a pas peut être ouvert à n'importe quel âge. Les 55 ans, c'est pour les fonds de pension. Le PPB, c'est pour ça peut être, les PPB, c'est le réceptacle de quand on va sortir le fonds de pension. Voilà. Donc, j'oserais dire, oui, à 55 ans, c'est un très bon âge. Plus vous êtes jeune, plus, alors on peut les ouvrir à tous les âges, mais comme l'idée c'est d'essayer d'atteindre, mettre en place le Fesco Clock, à 55 ans, 8 plus 5, ça fait 40, ça fait 62, 63, 5, 6, 7, 8, ça fait 63. Et bien donc c'est idéal puisque vous allez probablement prendre la retraite française également à 63 et vous allez basculer votre ASC sur le PPB à 63 et donc ça tomberie idéalement. Donc c'est vraiment top, effectivement. Donc c'est une bonne idée de l'ouvrir à 55 ans. Mais encore, il n'y a pas d'âge, on peut l'ouvrir quand on veut. Il y avait une question assez complémentaire. Je ne sais pas si la réponse est la même, de Romain, 50 ans, expat au UK pendant 15 ans, puis Brexit, départ vers, je pense que c'est Netherlands, NL. Avant un retour en France pour la retraite, peut-on acheter un PPB quand on a quitté le UK? Alors, oui, donc il faut bien comprendre que le PPB, c'est la version assurance vie luxembourgeoise lorsqu'on est au UK. Donc, je suis au UK, je fais un PPB, je viendrai en France, ça deviendra une assurance vie. Je suis aux Netherlands, la réponse est, je suis pas, je peux effectivement, oui, ouvrir un PPB, mais ça ne va pas s'appeler PPB, ça s'appellera assurance vie type Netherlands, que j'ai pas, j'ai pas la typologie de notre. Généralement, ça s'appelle Rank 23. Donc, on peut ouvrir le PPB lorsqu'on est aux Netherlands, ça s'appelle Rank 23. Et lorsqu'on est en France, c'est assurance vie. Donc, c'est vraiment, c'est la même chose, mais ça change selon le pays. Donc, la réponse est oui. Mais ça ne s'appellera pas PPB, mais ce sera la même chose. Voilà. Question de Hélène. Le PCLS permet toujours de retirer 25% sans taxe. Cela va-t-il changer en 2027 ou plus tard? Alors, ben justement, c'était l'objet de l'un des slides. Alors, qu'est-ce qui change les choses? Qu'est-ce qui peut changer les choses? Le budget. Qu'est-ce qui a eu lieu fin novembre? Le budget. Est-ce que celui-ci a changé le PCLS? On le pensait fortement, on pensait qu'il ne serait plus. Eh bien, ça n'a rien changé du tout, c'est ce que je soulignais. Donc, ma réponse est, pour l'instant, ils ne l'ont pas changé cette année. Alors là, alors qu'ils devaient le changer, quelque part, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme nous en France, on ne touche pas aux assurances vie comme on ne touche pas au PCLS. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en 2027. On n'entend pas parler de quoi que ce soit. C'est un peu trop tôt. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas changé. Et ni l'année d'avant, ni cette année, alors que c'était des budgets avec gros changements, pour les pensions notamment. Donc, ma réponse est probablement non. Voilà. Ouais, c'est pour ça, pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est pour ça qu'on a décalé la date du webinaire, hein. On attendait d'avoir cette réponse du nouveau budget. Donc voilà. Allez, les trois dernières questions et après, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec Daniel en privé
pour vos questions un peu plus complètes. Pourquoi ne pas retirer, question de Axel, pourquoi ne pas retirer de l'argent des fonds de pension britanniques et les garder au UK? Eh bien, tout simplement que parce que si vous les retirez et que vous les gardez au UK, si vous êtes au UK, vous les retirez. Si vous êtes au UK, vous les retirez de votre fonds de pension et vous le gardez au UK, vous allez être soumis dans mon tableau au UK income tax. Et si je retire, je ne sais pas, je crois que c'est même moins que chez nous, mais d'ailleurs, je le sais. Si je retire, pour un exemple, hein, je retire 170 000 euros de mon fonds de pension, je vais payer 45%. Si je suis au UK, personne ne va me les rendre. Si je suis en France et je décide de retirer 170 000 euros je prends volontairement ce montant parce que c'est au-dessus, c'est dessus qu'on est à 45%. Je suis en France et je retire 170 000 euros, voilà, si j'y arrive, etc., ce que j'ai expliqué, eh bien, les 170, je les garde au UK, je vais payer 45% de withholding tax au UK et je vais devoir payer transmarginal d'imposition transmarginal d'imposition plus 9,1 en France. Donc, double peine. Ah, je pourrais essayer de récupérer les 45% du withholding tax, mais alors très très compliqué et il faut s'accrocher. Donc, aucun avantage du tout, aucun avantage de sortir, de faire cela, du tout. Parfait. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, pardon. Question de Nathalie. Est-ce qu'une pension d'ici, type Scottish Widow, peut être facilement transférée sur une ICEP? Tout à fait. Alors là vraiment, effectivement, c'est le cœur du sujet quelque part. Euh, c'est ce qu'on fait le plus, c'est ce qui se fait le plus. Les defined contributions, derrière, il y a les SIP aussi, hein, mais on va dire les defined contributions surtout, sont ceux, effectivement, qu'on transfère le plus et le plus facilement sur les ICIP. C'est-à-dire que je prends mon Scottish Widows, je le bascule sur l'ICIP, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Origo. Origo, c'est le système inter fonds de pension, voilà, UK. Et alors qu'avant, on s'était fait entre email, et là, en fait, ils se parlent entre eux, etc., etc. Donc, c'est fait assez simplement et assez rapidement. On le fait pour vous, on gère, mais bon, il faut compter quand même 2, 3 mois hein, pour tout transfert, avec voilà, des interviews avec Money Helper, etc. Mais on organise tout ça pour vous. On le verra en privé si vous le souhaitez. Mais oui, Scottish Widows, c'est un grand nom. Scottish Widows, ça se fait très facilement, mais c'est surtout les DC qui sont voilà, très facilement. D'ailleurs, c'est ceux qu'on recommande, voilà, à la limite le plus, puisque les DC, il n'y a aucun intérêt du tout à garder sous forme d'ici si vous avez quitté cet employeur. Vous allez cumuler les DC, les DC, les DC. Ou alors les occupational également, mais voilà. Voilà. Allez, last but not least, question de Axel. Que fait-on de nos ASA? Est-ce qu'on doit les mettre dans un ICEP? Alors, non, non. Pardon, je réponds un petit peu abruptement, mais alors, le ISA, voilà, c'est un compte, c'est typiquement anglais, hein, donc c'est un compte, un investissement cash ISA ou investment ISA. Comment dirais-je, on ne va pas le mettre dans un IC. Pourquoi? Le IC, c'est un fonds de pension. Le ISA, ne se met pas dans un IC. Là où vous allez mettre un ISA, là, typiquement, c'est dans un PPB. Là, oui, là, vous mettez votre ISA dans un PPB, vous préparez votre revenu en France et vous prenez, voilà, vous mettez en place le fiscal clock et là, vous faites get the fiscal clock ticking de façon à ce que quand vous allez rentrer en France, vous avez voilà, un contrat quasiment défiscalisé, si ce n'est totalement défiscalisé. Et puis, attention, dans le PPB, on va mettre ce qu'on veut, hein, ETF, les underlying assets et le risk profile. On va analyser le risk profile, on va mettre les underlying assets que vous voulez, ETF, SICAV, OPCVM, fonds structurés. Voilà, on fait une allocation d'actifs, voilà, telle que vous aviez dans le ISA. Voilà. Alors après, le ISA, il est totalement tax-free. Toutefois, le PPB, tant que vous restez dans l'enveloppe et vous ne sortez pas, vous êtes totalement tax-free. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait compound interest et on n'est pas taxé. Si je ramène ça en France, je ne suis pas taxé non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, travailler et un sujet de choix. Voilà. Daniel, merci encore pour cette heure et 11 minutes.
Si jamais vous voulez, on fait des webinaires toutes les semaines sur différents sujets, donc n'hésitez pas à revenir sur French Morning London. Je pense qu'on peut-être se reparlera l'année prochaine pour voir si les choses ont bougé. Je te dis à bientôt. Si vous n'arrivez pas à contacter n'importe quel intervenant des webinaires de French Morning, vous avez juste à répondre à la newsletter et nous, on transfère votre mail aux intervenants des webinaires précédents. Tout ça, c'est enregistré. Donc, vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux, bien sûr, YouTube, Facebook, LinkedIn. Et merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt. Bonne Merci beaucoup à journée, vous. bon après-midi, bonne soirée où que vous soyez. Bye bye.